Bien, bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Server-Side, Agence WAM et Addingwell. Je suis Elder Fonseca, je serai votre modérateur aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. On est déjà 36 personnes en ligne, merci de nous avoir rejoints pour cette heure d'échange qu'on fera avec Romain et Martin. Donc Martin Champetier qui est web analyste chez l'agence WAM. Salut Martin. Bonjour à tous. Et Romain Bert, ou Bert, je ne sais plus, Romain. Bart, ça marche bien aussi. Ok, très bien, excuse-moi. D'Addingwell qui nous accompagne, qui a accepté notre invitation sur ce webinaire. Salut Romain. Hello et merci pour l'invite. De rien, je t'en prie. Donc le sujet du jour, le server-side. On est, vous savez, dans un contexte où il y a de moins en moins de cookies. Google Chrome a enfin mis en application sa promesse cette année de supprimer les cookies petit à petit, c'est progressif. Et il faut bien à un moment fiabiliser sa donnée. Donc on a cette technologie server-side qui est quand même très utile pour atteindre cet objectif justement de fiabilisation de la donnée. Donc ça va être vraiment le sujet du jour. Donc on va encore attendre une minute pour savoir si tout le monde est là. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, en tout cas, bonjour. J'ai vu que Cédric, Damien, Gisèle nous ont écrit bonjour à vous. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien. Parce que si vous ne nous entendez pas, c'est quand même dommage. Et puis, on va passer tranquillement à la présentation. Et puis, on peut même y aller. On me dit que c'est tout bon. C'est parti, merci. On a le feu vert. Et puis, ouais, on peut y aller. Martin, je te laisse la parole. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Romain, un grand merci à toi de venir témoigner par rapport à ta solution Addingwell. Avant qu'on se présente, ce qui nous attend au programme aujourd'hui, on va faire un rappel du contexte qui a été sur les dernières années assez chargé sur la thématique de la collecte de data. Si vous êtes annonceur, si vous avez un site internet, je pense que vous n'avez pas été épargné par le contexte, que ça soit juridique ou technologique. Donc, on reviendra dessus pour bien poser les bases de ce débat. On verra dans un temps 2 pourquoi on en est arrivé là, pourquoi le server-side se présente désormais comme une solution indispensable à la collecte de données. Et puis, dans la deuxième partie du webinaire, on verra comment déployer une technologie server-side et ne rien louper. Et on fera, grâce à Romain, des retours d'expérience sur tout le positif que peut dégager une installation server-side, encore une fois, maîtrisée. Martin, est-ce que je peux me permettre juste une minute de préciser vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat, évidemment. On les sélectionnera et on les posera toutes en fin de webinaire, à la fin de l'échange. Et oui, il y aura un replay qui vous sera évidemment partagé en fin de webinaire. Vous devrez recevoir un mail par Webikio et de toute façon, on vous l'enverra par mail. Je te relaisse la main, Martin. Merci. Les intervenants, Martin Champetier et Romain Bart. L'idée, Romain, c'est que je te passe le micro pour savoir ce que vous faites chez Addingwell. Top. Addingwell, on est un éditeur de logiciels et on a développé une plateforme server-side qui permet justement de mettre le projet server-side en place de façon un peu plus simple que s'il y avait à être géré en interne. On a plus de 600 clients aujourd'hui, 80 partenaires actifs dont WAM et Digitalis qui utilisent la plateforme au quotidien pour leurs clients. Et donc, merci pour ça aussi. Et pas que pour l'invitation du coup. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans une plateforme server-side? C'est haute capacité au niveau de l'infrastructure serveur, puisque dans le mot server-side, il y a des serveurs, donc il y a un peu de tech dedans. Une grosse brique alerting et monitoring pour s'assurer que tout se passe bien. Ce serait dommage de passer au server-side et qu'il y ait des erreurs. Et ensuite, une R&D assez forte sur du travail de résilience, notamment sur le bypass des adblockers, les nouvelles moutures de Safari dont Martin parlera tout à l'heure. Et on a concentré toute cette R&D au sein d'une plateforme accessible en modèle pay-as-you-go directement depuis notre site ou via nos partenaires.
Ok, très clair. Merci Romain. De mon côté, aujourd'hui, je représente du coup l'agence WAM. Alors, vous êtes peut-être un peu perdu avec le logo Digitalise. Digitalise a été racheté par WAM il y a 2 ans dans sa quête d'expansion. On est parti d'une agence qui était centrée essentiellement sur le SEO et développée par David. Et vous voyez qu'on a parcouru un peu de chemin. Désormais, on est une agence de visibilité avec du coup 6 métiers différents, dont la data que je représente aujourd'hui et d'où la prise de parole avec Romain aujourd'hui. On est 70 collaborateurs, on a 250 clients actifs, encore une fois, sur ces 6 métiers. Et l'idée, du coup, c'est d'aider nos clients sur la visibilité naturelle, sur les relations presse, le pôle édito, l'IT. On vient d'acquérir une nouvelle société aussi, première place sur la partie développement web, la data. Voilà, donc du coup, on est une agence qui vous permet encore une fois de franchir quelques paliers sur ces thématiques-là. Ceci étant dit, nous passons du coup au vif du sujet et on attaque par la présentation du contexte. Comme je vous le disais en introduction, on est dans un virage qu'on a entamé depuis 2018 avec l'arrivée du RGPD. Vous, annonceurs, vous avez dû faire face à plusieurs grandes dates qui ont un peu switché en fait la manière dont on appréhende la collecte de données. Tout ça part d'une bonne intention, c'est la protection de la vie privée en ligne du RGPD qui arrive en 2018 en Europe et qui du coup se fait pour mission de justement réguler un peu ce côté Far West de la collecte et du coup la perdition de données. Donc 2018, c'est vraiment le coup d'envoi. 2020, on a le début des contrôles avec notamment tout le déploiement des CMP. On vous avait demandé en mai 2020 d'être tous aux normes, du coup de vous être munis d'une CMP. Je rappelle, c'est Cookie Management Platform. L'idée, c'est d'avoir une bannière qui demande le consentement des utilisateurs lors du début de leur navigation et qui a du coup après si vous avez le consentement, globalement, vous pouvez collecter. Si vous n'avez pas le consentement, vous ne pouvez pas collecter et tracer du coup l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment une deuxième date clé. La troisième, c'est 2022. Encore une fois, dans l'écosystème, le taux d'équipement des outils Google, que ce soit Google Tag Manager ou Google Analytics, c'est vraiment un taux proche des 80-85%. Du coup, vous avez été beaucoup à être impacté par les plaintes qui ont été déposées. En 2022, il y a eu un flou qui a traîné sur est-ce qu'on avait le droit d'utiliser Google Analytics, sachant qu'on voyait Google Analytics comme étant une seule et même solution, sans distinction entre Universal Analytics, l'ancienne version, et GA4. Et du coup, vous avez été nombreux à nous interroger aussi sur est-ce que je dois conserver cet outil Analytics? Est-ce que je dois switcher sur un autre comme Piano ou Matomo? Et du coup, ça a créé aussi un peu de déstabilisation. Et enfin, la dernière date, c'est 2023, où on a été forcé sur les versions gratuites à passer d'Universal Analytics à GA4. Et donc, du coup, tout ça a créé une perte de repères et un manque de réflexe à la fois sur les solutions analytics, mais surtout sur la manière de collecter de la donnée. Romain, jusque-là, tu es d'accord? Oui, c'est exactement ça. Et du coup, ça fait beaucoup de challenges à assimiler, à comprendre. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a un peu de technique qui concerne le DSI, un peu de légal qui concerne le DPO, un peu d'acquisition qui concerne du coup le responsable d'acquisition pour l'optimisation de ses campagnes. Et on sait aussi qu'en entreprise, c'est jamais facile de discuter, de mettre tout le monde autour de la même table et de prendre le temps de constater le problème, la phase de résolution et la mise en place technique de ce qu'il faut mettre en place. Et donc, c'est ça le point qui va être important qu'on va traiter, c'est face à l'ensemble de ces enjeux-là, il y a quand même pas mal de choses à faire et ça tombe bien, il y a des experts comme moi pour vous aider là-dessus. Ouais, merci. Et il y a eu un renforcement technologique aussi. On l'a vu avec, encore une fois, toujours en ligne de mire, cette protection de la vie privée. On a vu une avancée côté navigateur. Alors, vous avez Safari, Mozilla et Brave. Je vous ai remis en fait les dates qui ont commencé leur protocole pour supprimer en fait les cookies tiers.
faut bien faire attention dans ce débat à pas parler de cookies de manière générale et faire la distinction entre qu'est-ce qu'un cookie first et un cookie tiers. Je vous ai remis les définitions. Une first party cookie, donc le fameux cookie propriétaire, ça correspond aux données où vous êtes vraiment propriétaire de l'annonceur, donc c'est-à-dire de votre côté, de votre site internet, de vos données. Par exemple, une plateforme analytics utilise les données first party cookie. En revanche, les third party cookies, on parle bien de ça quand on parle de suppression des cookies, et tout le long de notre présentation, on va parler des cookies tiers. C'est créer et placer sur votre site, mais qui appartient en fait à un tiers. Le meilleur exemple qu'on peut se mettre là-dedans, c'est le pixel Facebook. Vous le placez sur votre site, mais toute l'information transite vers la plateforme Facebook pour justement vous aider au niveau des campagnes. Et c'est bien de ces derniers dont on parle dans la suppression. Donc, au-delà de l'aspect légal qu'on a vu et de Google Analytics qui fait sa mutation, on a aussi tout un environnement technique qui s'adapte et qui cherche, en fait, encore une fois, à préserver la vie privée des utilisateurs en ligne. En plus de ça, des bonnes initiatives que sont prises par Safari, Mozilla et Brave, vous avez aussi l'utilisateur lui-même qui a pris conscience de ce problème et qui, du coup, s'est renforcé à travers les fameux adblockers. Vous verrez que ça a une incidence, mais on a tous plus ou moins mis sur nos navigateurs du adblock, du uBlock Origin ou encore du Ghostery. Ça dépend en fait là de votre choix. Mais juste pour vous remettre quelques petites statistiques, en 2023, on estime que 42% des visites se font du coup avec un adblocker, là où en 2018, on n'était qu'à 25%. Donc ça vous montre encore une fois l'évolution et cette thématique de la préservation de la vie privée en ligne est importante à la fois côté navigateur, mais aussi à la fois côté utilisateur. Voilà, pardon, j'ai ressauté une slide. Hop. Et sur ce qui fait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui du server-side, c'est cette annonce qu'a rappelé Elder en introduction. Chrome fait également sa mutation. Vous l'avez vu dans la slide d'avant, les autres navigateurs avaient déjà fait cette mutation en supprimant les cookies tiers. Là, ça y est, c'est au tour de Chrome. Je vous ai remis un screenshot qui vient de Privacy Sandbox, qui est leur projet justement pour mener cette transition à terme. Alors là, vous êtes peut-être un peu éloigné, mais globalement, si je vous montre la barre pleine bleu marine, il est marqué abandon d'1% des cookies tiers. Donc, on est vraiment dans cette phase de test et suppression progressive des cookies tiers, ça arrive au milieu de T3 2024. Donc, ça y est, on y est. On est rentré dans la phase de test. Google Chrome va également éteindre ses cookies tiers. Sachant que c'est 63% de taux d'équipement mondial, ça va avoir un impact sur les données. Et encore une fois, c'est à nous de nous adapter pour conserver cette donnée et tout l'écosystème dont a parlé Romain. Le Privacy Sandbox, c'est du coup ce qui a été mené par Google et donc du coup Chrome, c'est de renforcer la sécurité de la navigation des utilisateurs et lutter en gros contre le suivi dissimulé, maintenir la gratuité d'Internet. Encore une fois, il ne faut pas être dupe. Le but là-dedans, c'est aussi d'avoir une gestion de la publicité, certes plus saine, mais que la publicité ne disparaisse pas pour qu'on puisse continuer à proposer du contenu du coup de manière gratuite. Sinon, on va devoir s'abonner à chaque fois qu'on va sur un site. Et c'est un projet collaboratif qui a mis plusieurs personnes autour de la table, dont les devs, dont les éditeurs de solutions, pour répondre au mieux à ces trois problématiques. Ce qui nous amène du coup aux conséquences de toute cette évolution. On voit que ça a un impact direct sur vos données. Globalement, là où en 2018, on avait 100% de son trafic dans la plateforme Analytics, mais aussi dans toutes les technologies qu'on utilisait, globalement vient de s'ajouter une première découpe qui est le RGPD. Donc le RGPD, encore une fois, ça on ne peut pas y couper, c'est-à-dire que vous êtes obligé de demander le consentement pour pouvoir continuer à traquer l'utilisateur et sa navigation. Premier point. Deuxième point, vous avez les adblockers. On l'a vu en constante augmentation. Pour l'instant, ça représente 24% du trafic. Vous perdez cette information à partir du moment où l'utilisateur a mis en place cette partie adblocker sur son navigateur. Donc, vous n'êtes plus à 100%, vous avez perdu les 25% de RGPD et là, il faut retirer une partie sur les adblockers.
Derrière, vous avez les initiatives qu'on a vues sur les différents navigateurs Apple, Firefox, Mozilla et Brave, qui retirent encore un pourcentage du trafic. Et là, la dernière step, c'est Chrome qui décide du coup la fin des cookies tiers. Et vous voyez que l'impact est significatif. Donc globalement, là où on partait avant 2018 sur 100% des échantillons, 100% de vos utilisateurs qui étaient visibles et dont vous pouviez exploiter la donnée, vous voyez que là, il y a une décote progressive. Le but, et je vais passer la parole à Romain sur justement comment regagner et expliquer comment on peut regagner en fait une partie de l'information. Le but ici, c'est de remonter petit à petit sur le pourcentage de données que vous pouvez récupérer de vos utilisateurs. Donc, le server-side va venir en fait vous aider à contrecarrer du coup les prises d'initiative sur les navigateurs, donc Chrome et Apple, Firefox et Brave. Vous verrez également dans la présentation de Romain qu'on peut contourner les adblockers. Ce qu'on ne pourra pas faire, c'est aller à l'encontre, et ça ne sera pas traité aujourd'hui dans ce webinaire, du RGPD. Il existe d'autres solutions comme ThanQ Analytics ou Piano Analytics qui permettent en fait d'avoir un mode exempté et donc du coup de collecter sur 100% des utilisateurs. Mais là, nous, on va vraiment se concentrer sur comment regagner cette partie de trafic, adblocker et navigateur, et comment faire en sorte qu'on regagne cette donnée pour nourrir au mieux les algorithmes technologiques qui vous aident à performer sur votre site. C'est exactement ça. Et en conclusion de ça, pour prendre la suite de comment on est arrivé là, vous avez ici en fait tous les enjeux dans ce slide qui sont résumés en disant, et si je reviens juste dessus, ouais, merci. Et en fait, l'idée, c'est je démarre à droite pour je prends de l'avance et j'anticipe la fin des cookies tiers sur Chrome pour ne pas être en retard, qui aura lieu cet été. Je récupère une donnée perdue, Apple, Firefox et Brave, et je viens bonifier cette récupération de données avec les adblockers. Une fois que j'ai rehaussé mon niveau de collecte, je me pose la question de me dire comment je peux améliorer ma prise de décision avec l'impact du consentement. Bien évidemment, la réponse n'est pas de faire le pirate côté server-side, ce serait illégal, mais bien évidemment, après, d'avoir des solutions où on passe dans un monde un peu algorithmique ou de données sur lequel on vient chercher l'exemption de consentement. C'est un mot que vous avez déjà dû entendre pour ceux qui sont un peu moins familiers avec l'analytics. Du coup, ça, c'est le to-do, la liste des choses à faire. Et ensuite, le server-side répond à une partie de cette problématique. Avant de rentrer sur ce qui est exactement le server-side, moi, j'aime bien dire aussi pourquoi on en est arrivé là, parce qu'on agit tout le temps sous contrainte. On a toujours l'impression que des géants sont là pour nous embêter. C'est vrai dans beaucoup de cas. Le RGPD est aussi là, on peut le voir d'un point de vue marketeur, comme c'est quelque chose qui vient nous embêter. On est aussi tous citoyens européens, on est tous aussi internautes. Et de temps en temps, on est de l'autre côté du miroir et on aime bien que les gens fassent un peu attention à nos datas. Donc, j'ai remis ici un petit peu cette partie-là. C'est pourquoi on en est arrivé là. En fait, globalement, c'est parce que le monde du plug and play dans lequel on vit depuis 15 ans dans le digital, et vous voyez tous les commerciaux qui sont venus vous vendre des solutions, le mot plug and play a été un peu l'Eldorado du SaaS compagnie en disant ne t'inquiète de rien, mets ce petit bout de code sur ton site et tout ira mieux demain et je vais solver ta problématique de segmentation, d'analytics et ceci et cela. Sauf que derrière ça, on a donné le contrôle à quelqu'un d'extérieur sur notre site Internet. Et d'ailleurs, qu'il soit first ou third party, comme Martin le précisait, on se retrouve à un moment où j'exécute du JavaScript, je les ai mis en jaune, les choses un petit peu touchy de ce monde-là. Je ne fais plus vraiment de l'opt-in sur les emails, je fais de l'opt-out. J'ai un consentement partagé parce qu'on est copains avec d'autres sites. On se partage la donnée. On stocke de la donnée pendant 10 ans alors qu'on n'a pas réellement le droit de la stocker. On a des cookies tiers qui se distribuent de site à site pour des boîtes comme Criteo, comme Meta y compris. Et paf, le scandale Cambridge Analytica. Donc en gros, cette chaîne un petit peu c'est un peu le cercle vicieux de cette logique de tracking dans lequel on arrive à un moment où des données d'internautes ont été exposées et il y a eu des manipulations de la pensée. Donc, c'est quand même important de se dire qu'on vient aussi aider ce monde-là où c'est un peu le Far West et de toute façon,
Si moi, je ne le fais pas en tant qu'annonceur, la loi le fait pour moi. Et donc, j'ai la directive privacy, j'ai les DPA, donc la CNIL en France, j'ai depuis peu le DMA, je pense que Wam a aussi parlé pas mal du consent mode ou ces sujets-là. On nous impose des règles dans l'utilisation des data de mes consommateurs. Donc, c'est une bonne chose pour les internautes. On agit bien évidemment sous contrainte, mais c'est aussi parce qu'il y a un moment où il faut réguler tout ça. Et pour ceux qui connaissent moyennement le tracking, vous verrez qu'en fait, on va répondre à 4 grands enjeux dans ce sujet. C'est que la rupture technologique de ce qu'on appelle le monde client-side, le monde actuel que je vais vous présenter juste après, vient répondre au fait que si on arrête d'exécuter du JavaScript, des tags dans le navigateur, on vient répondre aux enjeux de 4 grands familles. Les navigateurs, ils ne veulent plus être co-responsables de votre tracking parce que s'il se passe quelque chose, ils pourraient être un peu co-belligérants, en fait, entre guillemets. On le voit à Cambridge Analytica, Facebook a été éclaboussé de ce scandale-là, alors qu'en réalité, ils ont juste mis à disposition de la data, mais sans savoir ce qui allait être fait derrière. Donc, Apple, les géants, n'ont pas du tout envie d'être éclaboussés par ce scandale. Vous avez tous normalement nommé un DPO dans votre société. Le DPO a pour objectif de savoir exactement ce qui se passe au niveau de la data et au niveau de ce que vous faites avec la donnée. Quand vous exécutez le code d'un tiers sur votre site sans accès, c'est très compliqué pour un DPO de savoir exactement ce qui est fait. Tout est basé sur des promesses en disant « ne t'inquiète pas, je fais tout bien comme il faut ». Et en réalité, vous n'avez pas le contrôle. Donc, ce côté gouvernance, c'est un élément qui est important. Vous avez l'IT. L'IT, à chaque fois que le marketing installe une nouvelle solution, il y a un nouveau bout de code sur le site Internet. Il y a donc des risques en sécurité, il y a des risques en web performance. On est ici avec une agence qui traite aussi des sujets SEO. Et de temps en temps, vous avez beau avoir le meilleur sujet en SEO, le meilleur contenu. Si votre site a un temps de chargement qui est pourri, vous ne pourrez pas faire grand-chose en matière de référencement. Donc, du coup, on a aussi cette recherche de comment on peut limiter le poids et le temps de chargement des pages. Et enfin, il y a la R&D des géants. Les géants, plus on avance, plus on rentre dans PMax, plus on rentre dans de l'algorithmie. Et c'est quoi l'idée de l'algorithmie? C'est de dire ne touchez pas trop au ciblage parce que nous, on va être capable algorithmiquement de vous amener votre publicité sur les meilleurs clients. Mais pour savoir quels sont vos meilleurs futurs clients, il faut que vous nous partagiez des données de vos consommateurs actuels. Et c'est ce lien-là, c'est ce mariage-là entre votre data et l'algo de ces géants qui fait la performance des campagnes. Et on se rend compte que plus on avance, moins on peut leur donner de data avec cette fin des cookies tiers. Donc, on va essayer de rééquilibrer ça d'un point de vue technique et c'est toujours intéressant de prendre un petit pas de recul et se dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Côté tracking, voilà schématiquement, avec quelques raccourcis pour ceux qui font de la web analyse, bien évidemment, mais pour que tout le monde comprenne, on n'a pas le temps de demander à tous les inscrits votre niveau sur GTM ou le tracking. Mais l'idée, comment se passe un tracking sur un site web? J'ai mon consentement en amont, j'utilise une plateforme, Didomi, OneTrust, Acceptio, Tarte au citron, d'autres Cookiebot par exemple, comme ça j'en ai cité quelques-unes. J'ai pas de, je suis obligé de toujours d'en citer trop, hein, sinon j'ai des problèmes après avec la légalité. Vous avez un TMS le plus utilisé sur le marché, Google Tag Manager. Vous avez aussi Tilium, vous avez Commander Zag, vous en avez d'autres. J'ai pris l'exemple ici, 98% des sites sur la planète, je crois, qui utilisent GTM. Et dedans, vous avez installé les tags de vos partenaires. Ces tags-là, et ça répond aussi à la question de Nicolas tout à l'heure, qui est de dire, quand vous exécutez le pixel de Facebook sur votre site, il vient déposer un cookie tiers de façon à retrouver son cookie quand l'internaute va se connecter à Facebook aussi. Tandis que Google Analytics pose un cookie first avec votre domaine, parce qu'effectivement, il n'y a que vous qui allez être le destinataire et la lecture de ce cookie-là. Donc, c'est ça la différence, entre guillemets, entre cookie third et cookie first. Le seul problème dans cette partie-là, c'est que si on reste dans ce schéma-là, on ne fait pas la loi. Et donc, quelle que soit la donnée, qu'elle soit envoyée en first, en third, via API, pas API, via pixel, via tag, ce n'est pas nous qui allons dicter les règles. C'est-à-dire que AdBlock décide qu'il a pu d'envoyer la donnée à Facebook, quel que soit le choix de consentement de votre internaute, la donnée n'arrivera jamais chez Facebook. Si Apple décide de bloquer TikTok, vous ne pourrez plus jamais d'envoyer de données à TikTok. Et donc, en fait, on leur donne la main sur le tracking si on reste ainsi. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le slide précédent, eux ne le veulent plus. Donc, ce n'est pas l'idée de se dire ils veulent tout réguler, c'est juste qu'ils veulent contrôler ce qui se passe dans leur navigateur. Donc, faites ce que vous voulez dans la légalité, mais à côté de nous et pas à l'intérieur du navigateur de l'internaute. Sinon, on a les conséquences qu'on évoquait tout à l'heure.
Donc, le principe du server-side, c'est juste de faire ce dispositif-là. Vous avez toujours besoin du consentement, vous avez toujours besoin d'envoyer votre donnée à Facebook ou à Google Analytics. Le chemin sera différent et ce sera un chemin autorisé par tout le monde. Et le chemin aujourd'hui qui est autorisé, c'est ce qu'on appelle le server-side. C'est de se dire, j'ai ici gommé la plateforme de consentement pour avoir un peu plus de place, mais l'idée derrière, c'est de se dire, une fois que j'ai le consentement, je vais envoyer cette donnée à l'extérieur du navigateur sur une plateforme server-side dans laquelle j'aurai un conteneur qui va piloter des tags, cette fois-ci serveurs, donc des API pour ceux qui sont un peu plus techniques. Et tout ça va être distribué par des serveurs. C'est le métier d'Addingwell, c'est de construire cette plateforme au travers de son SaaS pour brancher les API de chacun de vos partenaires. Et donc, c'est comme ça que va passer le server-side, puisque toute cette plateforme-là, elle est chez vous, pilotée par vous. Et on va du coup répondre aux enjeux qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire que c'est chez moi, je vois ce qui se passe, mon DPO peut contrôler ce qui se passe. Je peux aussi modifier la donnée si jamais j'avais envie de modifier de la donnée. Je peux l'enrichir si j'ai envie de le faire. Et un adblock ne peut pas venir chez moi bloquer quelque chose ou Apple ne peut pas venir bloquer quelque chose chez moi. Et donc, c'est comme ça qu'on va résoudre cette problématique. Et le but du jeu pour vous, ça va être de prendre l'ensemble de vos tags aujourd'hui en client-side, le schéma d'avant, pour venir les brancher sous forme d'API côté serveur. Et ça, on a un écosystème nouveau technique à dompter et à mettre en place. Les choses sont bien faites sur Internet, c'est que beaucoup d'acteurs ont travaillé un petit peu sur cette partie-là. Et donc, si on veut monter ce projet-là, voilà ce dont vous avez besoin. Vous avez GTM, Google Tag Manager, ça tombe bien. Vous avez un conteneur serveur qui peut être créé dans cette interface. Martin y reviendra. Vous avez besoin de gens compétents, qu'ils soient internes ou externes, pour pouvoir monter ces éléments-là. Donc, celui qui pilote votre tracking aujourd'hui devra piloter votre tracking server-side demain. Si votre freelance consultant agence ne le fait pas, ça tombe bien, vous avez One ici qui sait le faire. Vous avez besoin de serveurs. Il faut une plateforme qui soit orientée server-side tagging. Ça, c'est Addingwell qui fait cette partie-là et donc vous pouvez prendre notre plateforme. Et j'aime bien rappeler que ce n'est pas un projet notamment que de setup parce que comme Martin l'a montré dans son échelle temps, ça bouge tout le temps. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit conscient, qui fasse de la R&D et qui vérifie. On est à Safari 16.4 aujourd'hui avec leur mécanique d'ITP. Il y aura Safari 16.5 probablement cette année ou Safari 17 dans lequel il y aura de nouvelles règles du jeu. Et donc, ce que vous avez monté aujourd'hui, ce que vous avez monté il y a 6 mois peut des fois être obsolète. Et donc, c'est très important de suivre cette partie côté mise en place et donc d'avoir quelqu'un qui va vous tenir au courant des dernières avancées en matière de régulation, soit de cookies, soit de légalité aussi, parce que ça va encore bouger. Moi, j'estime qu'à peu près tous les 6 mois, il se passe un truc. Et donc, on n'est pas à l'abri que juin, juillet, on ait de nouveau une interdiction de GA4, par exemple, et qu'il va falloir nécessairement passer en server-side si vous voulez garder GA4 comme ça s'est passé l'année dernière. Donc ça, c'est des choses qui sont à suivre. Maintenant, l'essentiel a été dit. Donc, c'est vrai que si en interne, vous avez quelqu'un qui gère en autonomie votre tracking, que vous pouvez appeler la DSI pour monter une plateforme serveur et qui vont pouvoir vous la remettre à disposition, vous avez là l'essentiel du projet qui est à faire. Pour ceux où l'IT a d'autres choses à faire que monter des serveurs pour le marketing, pour ceux qui sont un peu tout seuls et qui doivent gérer les campagnes, l'analytics et le tracking, je vous invite à regarder un peu plus en détail comment on fait et Martin va vous donner quelques clés, quelques tips sur comment on monte cette partie-là côté serveur. Merci Romain. Effectivement, là, le but, on arrive dans la deuxième phase du webinaire. On a bien reposé les bases et bien réexpliqué globalement ce qu'était le server-side et son utilité. Là, le but, c'est de vous guider sur quels sont les steps à franchir pour que on passe de la théorie. On a compris qu'il fallait le faire. Enfin, à ce point-là du webinaire, vous avez compris qu'en fait, c'est inévitable pour préserver et pérenniser en fait votre collecte de données. Et là, du coup, on va dans le comment faire. Alors, le déploiement, on va le regarder sous 4 angles. Le plan de tagage, la création des environnements, l'importance de GA4 et les autres technologies à déployer. Encore une fois, Romain l'a dit, dans ce use case, on va se pencher sur un déploiement GTM et GTM server-side parce que le taux d'équipement, c'est de loin le plus important. Et on va utiliser évidemment GA4 comme train de données qui va circuler en fait entre le client-side et le server-side. Donc, c'est parti.
La première chose, le premier point, c'est le plan de tagage. Encore une fois, on l'a rappelé, fin des cookies tiers, du coup, on est obligé de passer par le server-side. Mais encore une fois, une collecte de données, ça s'organise. Nous, on centralise ça dans un plan de tagage et c'est l'effort qu'il faut faire. Globalement, c'est repartir de vos enjeux business avec l'ensemble des collaborateurs qui vont être intéressés par ce genre de discussion et de se dire, OK, on a mis en place un site internet, on a des objectifs à franchir, quels sont-ils et comment on va les mesurer. Le but de cette réunion, que nous on appelle du coup la définition des objectifs, c'est de se dire que globalement on a des objectifs et on a des KPI qu'on va aller chercher pour pouvoir mesurer si on les atteint ou pas. Globalement, d'avoir une notion de performance sur ces objectifs et les différentes, le côté quantitatif qu'on se fixe sur notre site. Je prends un exemple tout bête. Vous êtes un e-commerçant, évidemment, ça va être d'augmenter les ventes. Et donc, du coup, les KPI, il va falloir que vous soyez au cordeau sur le nombre de transactions qui ont été effectuées sur votre site, le nombre de produits qui ont été achetés, dans quelle gamme, quel univers. Du coup, vous allez définir l'ensemble de ces variables. Mais vous avez peut-être aussi des micro-conversions de type il va falloir qu'on génère un nombre de créations de comptes, il va falloir qu'on fasse un abonnement à la newsletter. Bref, vous identifiez en fait tous ces objectifs et vous y associez les KPI. En y associant les KPI qui permettent encore de mesurer la performance, vous allez aussi aller dans le niveau le plus fin, c'est quelles sont les variables que vous allez du coup associer à ces différents événements. Donc, le plan de tagage, encore une fois, l'idée, c'est de sortir en fait de cette réunion avec l'ensemble des KPI dont vous avez besoin, l'ensemble des variables. Et du coup, c'est un métier, mais de créer en fait l'ensemble des data layers. Un data layer, c'est quoi? C'est ce qui permet en fait de faire transiter cette information et de la rendre lisible dans Google Tag Manager. La rendre lisible dans Google Tag Manager, c'est de pouvoir l'exploiter, encore une fois, à travers le server-side dans votre analytics, donc avoir un rapport qui vous permet de suivre la performance, mais également, comme l'a rappelé Romain, de pouvoir transmettre cette information à vos différentes technologies. Par exemple, Facebook KPI, Google Ads suivi amélioré des conversions, etc. Quand vous faites cette démarche-là, de se dire, encore une fois, de quoi j'ai besoin pour piloter mon activité, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut également prendre en compte ce qu'on va vous demander dans les autres technologies. Je viens de citer Facebook KPI et Google Ads, qui sont généralement en fait les deux solutions qu'on met très rapidement une fois qu'on a installé le server-side. Ils ont des demandes particulières. Romain le rappelait, globalement, vous êtes maître de vos data, vous savez ce que vous allez leur envoyer, mais pour nourrir les algorithmes, ils ont également besoin de certaines data que dans l'analytics, vous n'avez pas besoin. J'ai pris un exemple exprès dans le screenshot, les données utilisateurs. Les données utilisateurs, on sait que c'est absolument interdit dans la plateforme Google Analytics ou dans toute plateforme de web analyse. Le but, c'est de faire du quantitatif et absolument pas du nominatif. Donc, on serait tenté de se dire, quand on fait le plan de tagage, toutes ces données-là, en fait, j'en ai pas besoin puisque dans ma plateforme GA4, je vais pas pouvoir afficher que Madame Michu est venue sur mon site, si je vulgarise. Néanmoins, quand on va transférer cette information, et j'y reviendrai juste après, cette information des données utilisateurs, elle est importante pour le ciblage et le retargeting des différentes solutions que vous utilisez. Facebook KPI, par exemple, va vous demander, à partir du moment où l'utilisateur est logué sur votre site, donc First Party Cookie, de dresser en fait la liste de certaines variables qui permettent d'identifier l'utilisateur. Ça sera évidemment crypté et ça ne sera pas du coup utilisable en tant que tel, mais ça permettra aux deux solutions que j'ai citées, que ce soit Meta d'un côté ou Google Ads de l'autre, de faire du buyer persona et donc du coup de renforcer vos campagnes et d'être plus susceptible de proposer votre annonce à quelqu'un qui risque de convertir sur votre site. Donc, le plan de tagage, on le fait à la fois pour toute son équipe marketing et pour suivre la performance du site, mais on le fait également pour les technologies qu'on va mettre en place pour nourrir les algorithmes et faire en sorte qu'elles soient plus performantes pour vous.
Une fois que vous avez en fait toute cette liste de courses, vous la rangez proprement dans l'ensemble des data layers. Et là, on fait intervenir l'IT pour du coup mettre en place ces data layers au bon moment avec le bon niveau d'information. Et on verra dans un deuxième temps quand est-ce qu'on l'envoie aux bonnes plateformes. Et évidemment, il faut resetter, tester jusqu'à ce que vous ayez le bon comportement. Le plan de tagage, par rapport à tous ceux qui ont déjà un GTM classique, sachez que ça ne change rien. Vous avez besoin de déployer votre plan de tagage sur ce qu'on appelle maintenant GTM client-side. C'est généralement ce que vous avez mis en place depuis, je le rappelais, 2018 généralement avec la gestion des tags. Tout est centralisé là-dedans. Un projet server-side, c'est une excellente occasion de faire un audit de l'ensemble de ces data layers, de l'ensemble de ces événements que vous envoyez et de l'ensemble des variables qui les composent pour savoir si vous avez une donnée juste. Je le rappelle, la qualité de la donnée est la clé pour votre prise de décision et vos performances. Donc, on met tout ça à plat, on vérifie qu'on a les bons ingrédients pour que derrière, la donnée puisse nourrir à la fois vos besoins de reporting et de suivi d'activité, mais également les différents algorithmes de vos technologies. La partie suivante, je le disais, 2 environnements à créer. On passe par Addingwell, donc là c'est le projet Addingwell en GTM server-side. La première chose à faire, c'est de créer du coup son espace de travail. Globalement, Addingwell vous accompagne sur la création de l'environnement et puis vous faites un partage à votre prestataire pour que justement on puisse le configurer. La configuration avec Addingwell, ce qui est cool, c'est qu'elle ne prend pas beaucoup de temps. L'idée, c'est juste de créer un sous-domaine personnalisé par lequel on va transiter justement pour mettre en place cette technologie server-side. Et rappelez-vous du graphe que Romain vous avez mis en place. C'est du coup, on a une step intermédiaire, on envoie toute l'information au serveur et ensuite, depuis le serveur, donc hors de la navigation de l'utilisateur, on décide quelle information on envoie à quel prestataire. Donc ça, c'est la déclaration du sous-domaine. Et ensuite, vous avez une déclaration du DNS. Ça, c'est une petite manipulation, encore une fois, côté IT, qui doit aller auprès de votre fournisseur de nom de domaine pour nous permettre justement de transiter par ce sous-domaine pour stocker vos informations. Vous verrez, très intuitif, derrière, vous récupérez un token. Et ce token, qui est en fait une clé, vous allez pouvoir le plugger juste après dans GTM. Romain, jusque-là, je ne dis pas de bêtises? Non, parfait, c'est effectivement ça. Et puis, il y a à chaque fois les petits tutos pour le faire. Après, vous pouvez aussi tout confier à votre agence. Et comme ça, vous n'avez même pas à mettre la main. L'idée, c'est effectivement, peu importe qui crée l'environnement, le but, c'est d'avancer et ici de détailler les étapes. Tout à fait. Du coup, après, vous avez une autre manipulation et un autre environnement à créer, c'est dans Google Tag Manager. Comme je le disais, si vous êtes, si vous nous suivez aujourd'hui, c'est probablement qu'en fait, vous êtes encore en GTM classique, donc client-side, et que vous souhaitez passer, en tout cas, ça vous intéresse, en GTM server-side. GTM, en plus d'être gratuit, permet en fait de créer directement un GTM server-side, comme je vous ai remis dans le screen. Et globalement, ce GTM server-side va venir en complément de votre client-side. Je le reprécise parce que j'ai souvent eu la question lors de mes échanges avec prospects clients. Tout ce que vous avez fait et tout ce que j'ai rappelé dans la partie plan de tagage, tout ce que vous avez fait sur le client-side est absolument nécessaire pour nourrir le GTM pour le GTM server-side. Donc, vous créez votre GTM server-side, vous choisissez l'installation manuelle et le fameux token dont je vous parlais, vous le réinsérez du coup avec, à cette étape-là, ce qui permet en fait de linker l'infrastructure technique que nous met en place Addingwell grâce à sa solution avec notre GTM où nous, on va être acteur une fois qu'on aura stocké la donnée GTM server-side, où est-ce qu'on la renvoie. Ça, c'est clair, on fait le linkage entre les deux et après, il ne reste plus qu'à déclarer une URL de conteneur, la fameuse URL qu'on a vue précédemment dans le compte Addingwell. L'idée, c'est de dire à GTM, voilà par quel sous-domaine on va faire transiter la donnée.
Et là, globalement, vous avez déjà la création de votre environnement. Il ne reste plus qu'à faire transiter la donnée d'un environnement, donc client-side, vers le GTM server-side. Et ça, comment on s'y prend? Eh bien, du coup, on utilise GA4. La configuration GA4. Comme je vous le disais dans la création du plan de tagage, vous avez besoin de faire transiter à la fois vos données qui seront nécessaires du coup au suivi des performances, mais vous avez aussi besoin de faire transiter des données qui seront nécessaires à vos différentes technologies. Donc, comment on s'y prend? En fait, on va utiliser le véhicule GA4 pour faire transiter l'ensemble des données d'un environnement à l'autre et de pouvoir récupérer en bout de chaîne en GTM server-side toute l'information et la faire transiter. Donc là, je vous ai remis un screen. Vous avez mon GA4 WAM, mon config tag qui va du coup se déclencher sur toutes les pages. Et vous avez en fait les différentes variables que je vais charger et que je vais envoyer vers mon GTM server-side. Vous voyez que du coup, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais que du coup, on a un serveur conteneur URL qui est du coup metrics.agence-WAM. Donc, c'est là où est-ce qu'on envoie l'information. Et j'ai rajouté dans mon tag, que je n'avais pas avant en client-side, j'ai rajouté les notions de consentement. Là, j'utilise un exemple où j'ai Acceptio. Globalement, dans ma variable consent, vous voyez que vous avez Acceptio vendors. Et globalement, sans rentrer dans le détail, c'est ce qui me permet de faire transiter l'état du consentement de l'utilisateur du client-side vers le server-side. Et c'est très important, comme l'a rappelé Romain, on n'est pas là pour faire les truands et mettre en place un server-side pour justement bypasser le RGPD. Au contraire, du coup, on fait transiter ces informations pour les avoir dans le server-side et pouvoir déclencher seulement si on a eu le consentement. Je vous ai repris un exemple d'un GA4 event cette fois-ci, donc on n'est pas dans le config tag. J'ai repris l'event purchase. L'event purchase, c'est ce qui permet de faire remonter en fait une transaction dans GA4. Et là où on a un début de liste qui est lié en fait à justement le fait de collecter de l'information et récolter des données qui, elles, vont se stocker dans notre GA4, on vient rajouter toute la partie first party cookie que j'avais en screen tout à l'heure, qui est du coup les données de l'utilisateur. Pourquoi on fait ça? Encore une fois, on met dans notre caddie l'ensemble des variables et des produits dont on a besoin pour les réutiliser dans les technologies. Là, on sait que Facebook API et Google Ads vont nous demander, en fait, quand il y a un achat, quelle est l'adresse mail et le numéro de téléphone de l'utilisateur, encore une fois, qui font se charger de recrypter pour pas qu'on ait du nominatif, mais encore une fois, pour récolter les données associées à cette adresse mail, par exemple, et en faire un buyer persona, et du coup, utiliser ce buyer persona dans les algorithmes qui poussent en fait vos différentes pubs vers du coup des prospects plus chauds que si on n'avait pas ce genre d'informations. Du coup, il est vraiment important, encore une fois, quand vous faites transiter toute cette information, de prendre en compte pas seulement vos besoins, mais aussi les besoins de vos technologies. Et ensuite, du coup, on a envoyé ce lot de données, donc là, par le config tag, mais aussi par le purchase, on a tout fait transiter directement sur le server-side. Et maintenant, vient le moment où, depuis le server-side, donc depuis votre ça a sauté. Tac. Je me remets. Voilà. Donc là, vous êtes dans votre environnement GTM server-side que vous venez de créer. Et là, en fait, on n'a fait qu'une étape. C'est-à-dire qu'on a fait transiter l'information depuis le client-side dans votre GTM server-side. Mais maintenant, il est temps, depuis votre GTM server-side, d'envoyer la donnée vers Analytics et vers votre GA4. Et bien ça, sachez que du coup, c'est assez facilité par GTM puisque c'est le même système de balise, sauf que vous êtes dans GTM server-side. Vous mettez en place une balise, vous la redirigez, vous faites bien attention, je vous ai mis dans le screen, de bien faire attention au consentement que vous avez chargé dans le GA4. Et là, enfin, vous pouvez renvoyer l'information.
Petite précision sur l'aspect technologique et le développement que Romain faisait. Globalement, tout le monde développe la technologie Facebook API, Google Ads, etc. Développe des API qui sont en lien avec Google Analytics 4. Google Analytics 4, c'est devenu le client. Le client, c'est quoi? C'est du coup il faut voir GA4 en fait comme une espèce de train dans lequel on a rangé toutes nos datas et toutes les datas sont rangées et cryptées d'une certaine manière et toutes les API viennent se plugger sur ce codage pour du coup utiliser ces datas dans leur plateforme. Donc globalement, GA4 va permettre aux différents algorithmes et aux API de fonctionner. Ouais, sur ce point-là, en précisant, et c'est hyper important ce que tu disais, Martin, c'est souvent on dit GA4, donc on pense à l'outil Google Analytics. Par contre, on sépare bien, et d'ailleurs GA4 a commencé à le faire. Si j'avais un truc marketing à reprocher à Google, c'est d'avoir appelé le client GA4 et l'outil GA4. Et donc, il y a un peu de confusion. Sachez que GA4 ou le client GA4, vous l'avez nécessairement quand vous utilisez GTag, quand vous utilisez Google Ads ou quand vous utilisez Google Analytics. Et d'ailleurs, maintenant, ça s'appelle le Global Tag ou le Google Tag, qu'on appelle le GTag. Ce qui fait que la précision apportée par Martin, c'est pour moi la plus importante, c'est qu'un data layer au format GA4 aujourd'hui, c'est devenu quasiment l'anglais du digital. C'est-à-dire que si votre site Internet parle le GA4, non pas vous êtes utilisateur de Google Analytics, mais si le format de vos variables correspondent au format GA4, vous êtes compatible et vous êtes interopérable avec tous les acteurs du marché. Et la raison est simple, c'est que si vous êtes un acteur du marché, vous avez envie d'être compatible avec le maximum de marché. Comme GA4 est l'outil le plus utilisé du marché, si vous appelez Facebook et vous devez développer une API, vous allez nécessairement la développer au format GA4 pour la diffuser le plus rapidement à la population et le plus massivement possible. Donc ça, quel que soit l'outil Analytics que vous utilisez, je l'avais précisé pour Adrien dans le chat juste avant, que vous utilisez Piano, Matomo, Piwik, réfléchissez bien à cette construction de data layer parce que c'est un asset qui va vous faire accélérer la suite. Merci pour ta précision, Romain. Avec plaisir. Et en fait, comme tu as abordé le sujet, je trouve que c'est un très, très bon conseil à appliquer. Peu importe, on a le droit de détester Google Analytics, évidemment. Par contre, on doit faire avec ce qui se passe sur le marché et le format que Google a réussi. D'ailleurs, le seul combat qu'a gagné Google Analytics dans cette bataille, c'est d'avoir imposé son format. Par contre, ils ont perdu des parts de marché au niveau Analytics. On a vu Piano, Piwik, Matomo gagner beaucoup, beaucoup de parts de marché dernièrement. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas correspondre au marché, sinon vous devenez exotique. Et quelqu'un qui est exotique dans le monde du tracking, c'est le début. Ça ne fonctionne pas. Ouais, tout à fait. Et du coup, une fois que vous avez fait cette configuration-là, pour vérifier que ça marche, encore une fois, on a un mode prévisualisé sur le GTM server-side. La petite particularité, c'est que là, pour ceux qui ont déjà fait du tracking et du mode prévisualisé, je le rappelle brièvement, mais le mode prévisualisé, c'est charger sur votre navigateur les configurations que vous venez de faire. Ce qui permet en fait de se rendre compte, OK, est-ce que j'ai le bon comportement? C'est une step de recette qui est ultra importante. Et là, vous le faites sur les deux environnements, à la fois sur le client-side, à la fois sur le GTM server-side, pour vous rendre compte que l'information transite bien d'un niveau à l'autre, donc du client-side vers le server-side. Et une fois que vous avez validé que en fait, cet envoi GA4, comme l'a rappelé Romain, qui est balisé, fonctionne bien, là, vous pouvez, dans un deuxième temps, vous pencher sur les autres technologies. Et les autres technologies, on a beaucoup parlé de Facebook API et Google Ads, ce qui est normal parce qu'en fait, il y a des notions de budget associées, des notions de performance et des notions de ROI. Romain reviendra dessus juste après. Je fais rapide, mais dans le plan d'implémentation de GTM server-side, la priorité, c'est évidemment de faire en sorte que votre analytics fonctionne. On l'a vu pourquoi, parce qu'en fait, GA4, c'est le régisseur de tout ce qui se passe dans GTM server-side.
Une fois que ça s'est fait et que c'est validé, il est temps de plugger vos différentes technologies. Et ça, il y a une database qui est en train des modèles qui sont en train de se développer. Je vous ai repris ce screen de la fameuse bibliothèque de GTM server-side qui, en fait, vous pousse des technologies. Et derrière, après, vous faites en fonction de votre ROI, c'est-à-dire si vous avez un budget qui est à 50% réparti sur Google Ads, 20% sur Facebook CAPI et 10% sur le reste, il faut évidemment commencer par Google Ads. Vous mettez en place le suivi amélioré des conversions, donc l'API qui permet en fait de faire Google Ads via du server-side. Vous mettez Facebook CAPI et ensuite vous vous penchez sur Pinterest et LinkedIn, les autres technologies. Voilà. Et puis après, une fois que vous avez fait ça, qui sont les grosses locomotives sur la partie acquisition, vous passez aux autres technologies d'affiliation, de retargeting. Moi, je dirais juste de ne pas oublier le tag de monitoring d'Addingwell qui vous permet, en plus de ce que vous avez vu en mode prévisualisé, de constater en fait la bonne santé de votre GTM server-side depuis la plateforme Addingwell. Je vous ai mis un screen qui vous permet en fait de voir le taux de pourcentage de succès des envois. Et ça, nous, dans notre boulot, ça nous permet de nous rassurer sur effectivement l'information de transit et surtout, elle trouve sa cible à la fin, qui sont du coup vos différentes technologies. Voilà, donc pour résumer le déploiement, temps 1, on valide un plan de tagage solide, personnalisé et en adéquation avec les technologies que vous allez mettre en place. Temps 2, bien valider l'installation avec les environnements, les linker entre eux. Temps 3, GA4 qui est le biais qui fait passer en fait toutes les informations du client-side au server-side. Et ensuite, on plug les différentes technologies avec notre petit tips qui est évidemment de commencer par les technologies où vous avez un besoin de ROI. Une fois que tout ça est mis en place, vous êtes du coup sur ce que disait Romain, c'est de la veille qu'on peut faire pour vous, de quelles sont les technologies qui se développent, comment on s'adapte. Côté Addingwell aussi, Romain l'a rappelé, des défis systématiques à passer en fonction des différentes réglementations ou des évolutions technologiques. Voilà. Et je te passe la main, Romain, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur les retours sur investissement. Ouais, c'était dans la continuité. Et puis, tu citais de bien se tenir au courant. C'est aussi à ça que sert votre partenaire sur ce sujet-là. Dans le chat, on parlait, pendant que tu évoquais des solutions type Hotjar, en disant, mais est-ce qu'eux sont server-side? Ils ne le sont pas encore tous. Et donc, c'est ça aussi de se mettre un peu dans la communauté. Il y a votre partenaire et votre agence qui vous accompagnent. Il y a GitHub où il y a une grosse communauté de développement de tags et de use case aussi. Et en France, il y a Data for Marketing, c'est un Slack. Il y a tout le monde y est un petit peu côté analytics. Moi, j'essaye de publier aussi dedans. Si vous êtes un peu dans ces sujets de tracking, n'hésitez pas à chercher sur LinkedIn Data for Marketing. Vous y retrouverez Martin, je crois que tu y es aussi dedans. Enfin, on y est un peu tous. Donc, c'est pas mal. L'idée, et comme il reste que quelques minutes, on n'allait pas partir sans vous dire combien on peut gagner avec un projet server-side. Sinon, là, on a l'impression qu'on doit faire que de la tech pour de la tech. Ce serait pas drôle. Donc, je vous ai mis à la demande de Martin, remis quelques benchmarks de retour sur investissement qu'on a pu constater ou que nos clients ont pu mesurer. Comme je vous le disais, nous, on a à peu près 600 clients là déjà sur la partie server-side avec des tout petits DNVB qui font du Facebook CAPI à fond parce que c'est leur modèle d'acquisition. Et on va chez des très gros type Accor Hôtel Monde avec là des serveurs dans 40 pays et donc des défis logistiques et technologiques qui sont beaucoup plus lourds. Posez vos questions maintenant. On se garde 5 minutes à la fin et on y répond. J'essaie de répondre au maximum pendant les interventions de Martin. Si jamais il y en a, on prend les 5 dernières minutes sur ce sujet. Sur le combien ça coûte, Digitalise et WAM peuvent bien sûr répondre à ces questions. Sur les coûts serveurs, la pricing list d'Addingwell, elle est sur le site internet. C'est souvent la question qu'on n'ose pas poser. Donc, je vous la donne en prémisse. Côté business, j'ai essayé de résumer ça en se disant qu'est-ce qu'on vient chercher. En résumé, on vient chercher la web perf, on vient chercher l'affranchissement aux cookies tiers, et on vient chercher la gouvernance de la data. Ça, c'est quel que soit le projet server-side, vous allez aller atteindre ces sujets-là en utilisant les bons tags et en ayant un bon câblage.
Ce qu'on croit atteindre aussi des fois, c'est qu'on parle beaucoup des bypass des adblockers, c'est dans l'installation du server-side qu'il y a des mécaniques techniques qui permettent de bypasser les adblockers. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en server-side que vous bypassez les adblockers. Il faut, par exemple, techniquement, hein, c'est gtm.js qui est adbloqué. Hein, donc, du coup, si gtm.js est adbloqué, il faut utiliser des technologies pour proxifier cette donnée-là. Pareil, Safari 16.4, depuis le 1er avril, vous déposez un cookie first party server-side, il a une durée de vie de 7 jours. C'est pareil, dans votre plateforme, il faut des techniques, il faut des outils qui vous permettent de maintenir cette identité. Et Martin l'a rappelé, ce n'est pas parce qu'un tag, on pense qu'il est exécuté, qu'il fonctionne bien. C'est un peu le syndrome de la boîte noire du server-side, c'est j'envoie des données à Facebook et je croise les doigts et j'espère qu'elles arrivent à bon port. L'idée du tag monitoring d'Addingwell, c'est ce point-là qu'on vient chercher. Donc ça, c'est les bénéfices plus pure plateforme en disant pourquoi je le ferai avec Addingwell et pas différemment. Je crois que c'est les trois bonnes raisons qui vont vous aider à convaincre et à vous convaincre dans ce choix. Maintenant, côté business chiffré, je vous ai mis 3 use cases. Le plus populaire, Facebook Capi, Meta Capi. On a démarré avec Facebook Capi. Facebook a changé de nom entre deux, ça s'appelle Meta. C'est la même API, ça sert Instagram, Facebook et WhatsApp. Donc, du coup, quand vous avez installé ça, vous avez cette richesse-là. Je vous ai mis le cas d'Yves Rocher France, qui est très intéressant parce qu'ils ont pris le temps de faire un double setup. Pixel Facebook d'un côté versus Pixel Capi en server-side de l'autre. Sur la même campagne, au même moment, pendant un mois, en 50-50 A/B test. Derrière, les résultats sont intéressants puisque comme on a fait ce setup-là, on est capable de distinguer les différentes campagnes. On voit qu'on a un impact sur la partie prospecting, donc acquisition, une baisse de 26% du CPA sur les campagnes en acquisition. Même si Facebook est capable d'avoir des données côté email et back-office, ça marche aussi sur vos clients. Donc, tout ce qui est attribution marketing, on voit une baisse et une diminution de 13%. Et il y a un phénomène qui est indirect, ça, nous, on ne l'avait pas anticipé dans les approches server-side, dans nos mesures d'ROI, mais c'est qu'il y a un CPM moyen de la campagne qui baisse de 8%. Et en fait, on l'a expliqué en discutant même avec Meta, c'est que c'est un peu l'adage, tout ce qui est rare est cher. Et comme votre donnée, elle s'est rarifiée sur les 3 dernières années, tout le monde l'achète plus cher. Et en fait, en ce moment, il se passe l'inverse, c'est que tout le monde revient au travers de Capi fournir des nouvelles données à Facebook. Et donc, Facebook est meilleur. Et donc, en étant meilleur, il peut vendre la donnée moins cher. Et donc, on a cet élément qui est assez intéressant. Au bout de 3 mois, vous verrez une baisse de vos CPM d'achat sur Meta de moins 8%. C'est de l'indirect, mais c'est bien de le préciser. Vous pouvez extrapoler ce business sur Pinterest, Snap, TikTok. Si on parle de Google Ads, vous pouvez diviser ces chiffres-là à peu près par 2. On va parler de 10-12% d'amélioration du ROAS. La raison est que Google n'est pas tout à fait aveugle sans son cookie tiers. Parce que si vous naviguez avec Chrome, Gmail ou autres, ils ont des moyens de vous reconnaître. Sur la partie pour les analytics, le gain en perf, bypass des adblockers. À gauche, vous avez comment agit un adblocker sur la succession GTM, GTag, GA. Donc, on voit qu'il y a des trucs en rouge. uBlock Origin vous bloque totalement. Quand on passe en server-side, qu'on proxifie, qu'on fait plus bien, les gains à droite, le plus gros, c'est desktop. Le plus faible, c'est mobile. Ça, c'est aussi pour équilibrer les chiffres. On dit que 40% de la population utilise des adblockers. Ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait faux, puisque personne ou quasi personne installe des adblockers sur Safari. Personne ou peu installe des adblockers sur mobile. Votre trafic Internet, il y a 50% de trafic qui est mobile. Donc, en fait, la vraie vérité sur les chiffres, c'est 15% de récupération de hits sur desktop, donc plus 15% dans votre outil Analytics, entre 3 et 4% sur la partie mobile. Et là, vous pouvez dérouler la pelote. C'est plus de reach, plus de retargeting, plus de statistiques, donc plus d'attribution pour vos différentes conversions. Le plus user experience, réduire le temps de chargement des pages. Ça, c'est Accor Hotel qui avait aussi les moyens, parce qu'ils ont une grosse équipe derrière, de faire le test avant, pendant, après au niveau de la web perf. À partir du moment où ils ont migré un maximum de tags client-side vers le serveur, on retrouve moins 22% sur le temps de chargement de la fiche hôtel. Et donc, en fait, on avait du coup un Dixit inversement, 22% du temps de chargement qui était associé au tracker média client-side. Donc là, ceux qui font un peu de CRO,
Je vous invite à vous dire combien ça va générer en termes de taux de conversion, mais les équipes étaient très contentes. Et 5% sur la homepage. Ça, ce sont les grands sujets au niveau du ROI. Il y en a d'autres, bien évidemment, sur ces éléments, mais l'idée, c'était de repartir avec pourquoi je dirais sur ce défi technologique, pas que conceptuellement pour mettre fin aux cookies tiers, mais aller aussi vendre ça comme un projet héroïste, bien évidemment, sinon personne ne le ferait. Si vous avez d'autres use cases, si vous avez envie d'autres éléments, on peut passer aux questions et reprendre quelques éléments. Vous avez nos contacts sur cette partie-là, bien évidemment. Celui-ci de Martin qui centralisera vos éléments. On peut se retrouver sur LinkedIn, mais en tout cas, encore merci Wam pour l'invitation. C'était un plaisir et du coup, on peut aussi rester quelques minutes pour les dernières questions si besoin. Ouais. Un grand merci à toi, Romain, surtout pour la précision de tes explications. On peut prendre quelques questions. Est-ce que Gilbert Carrément. Après, Romain a déjà répondu en quelque sorte dans le chat, mais on peut les reprendre. On va les reprendre dans l'ordre. Alors, favoris. Alors, c'était Nicolas qui nous demandait, j'ai pas compris la différence entre la collecte analytique stockée sur un serveur distant hors Europe et le pixel Facebook stocké aussi sur un serveur distant. Romain, si tu peux reformuler, ou Martin également apporter des précisions sur cette remarque. Oui, l'idée c'était c'est vrai que la remarque de Martin est intéressante sur distinguer ce qui est first et ce qui est third. Et du coup, une fois qu'on connaît qu'il y a une distinction, on peut aussi perdre le fil de c'est quoi la différence entre données stockées, envoyées et éléments. Donc là, l'idée c'était surtout d'apporter des précisions où le bénéfice server-side n'est pas tout à fait le même. On ne parle pas de remplacer le cookie tiers, on parle de changer le mode de communication avec Facebook. Donc, Facebook ne peut plus poser son cookie tiers, ils sont embêtés, donc il faut faire passer la donnée par un autre chemin. Et donc là, on parle de Facebook CAPI sur cette partie-là. Mais il n'y a pas, c'est pas le server-side qui vient compenser les cookies tiers, c'est juste une autre route de données. Par contre, sur l'analytics, là, on a des problématiques sur le cookie first, notamment à cause des adblockers. Et Safari. C'est le seul d'ailleurs qui joue sur les cookies first. Safari, c'est 7 jours maximum de durée de vie d'un cookie. Et donc, le server-side est une réponse à l'augmentation de la durée de vie de ce cookie. Et donc, c'est deux choses qui sont séparées. Et c'est vrai que des fois, on fait un peu le raccourci en disant le server-side, c'est pour lutter contre la fin des cookies tiers. Oui, parce que c'est un chemin qui va ouvrir le nouveau partage de données, mais ça ne vient pas créer ce cookie tiers server-side. C'est vraiment une techno qui est différente. Donc, c'était bien de préciser cette question avec Nicolas. OK. Il y a une question, c'était sur le transfert des données entre Europe et États-Unis. Là encore, Romain, tu en parlais. Il y a eu un accord au cœur de l'été entre Union européenne et États-Unis sur le transit des données. Comment ça se passe aujourd'hui légalement? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Alors aujourd'hui, c'est un accord qui est fragile, faut se l'avouer. C'est aussi pour ça que des fois, en termes de bénéfices server-side, on parle d'agilité, c'est-à-dire je deviens agile face aux législateurs. Là, aujourd'hui, depuis le 13 juillet, et d'ailleurs, si vous allez sur le site de la CNIL, l'article « Google est illégal » n'existe plus. Il a même été remplacé par l'accord européen. Et c'est toujours un peu compliqué, mais d'un point de vue légal, on a 3 choses à savoir. Le premier, c'est que le RGPD et la directive e-privacy, c'est l'Europe. Et chaque pays a son propre DPA, son gendarme d'application de la loi, et en France, c'est la CNIL. Et donc, la CNIL interprète le texte européen de son côté, en définit des règles du jeu, les publie comme des recommandations, et ensuite, ces éléments doivent être appliqués par les annonceurs. C'est un peu ce cheminement. Et à un moment donné, effectivement, on a une asso qui s'appelle NOYB, un None of Your Business, qui a réussi à démontrer que les données des citoyens européens, lorsqu'elles étaient transférées aux États-Unis, n'avaient pas la même protection que l'on était obligé de leur offrir quand elles étaient hébergées en Europe. Le point principal et majeur dessus, c'est que on devait ne jamais transférer la donnée à un tiers. Et si vous l'envoyez aux États-Unis, les services de renseignement américains peuvent accéder à cette donnée sous demande. Donc ça a embêté tout le monde. Et c'est là où, effectivement, on a décrété que l'envoi de données transatlantique était illégal. Donc, l'Europe et les États-Unis ont négocié et trouvé un accord qui est tombé au 13 juillet. Donc, aujourd'hui, on peut envoyer. C'est lié à une liste qui a été publiée par les sites américains. Donc, Google, Adobe, tous ces gros acteurs, Salesforce sont bien évidemment dans cet élément-là.
Et donc, on peut. Ce qu'il faut maintenant surveiller, c'est que si jamais, d'ici juin, juillet, puisque en fait, NOYB dit « OK, il y a un nouvel accord, mais moi, je considère que cet accord ne vient pas compenser les points sur lesquels moi, j'avais gagné au niveau du tribunal européen. » Donc, il paraîtrait qu'on aurait une nouvelle plainte de NOYB d'ici l'été et on pourrait réavoir une réglementation en disant « Attention aux données que vous envoyez aux US ». Si c'est le cas, il faut passer en server-side votre outil Analytics pour venir supprimer les données qui posent problème, notamment l'IP, le client ID ou le user ID, pour éviter d'envoyer ces données aux US. Voilà un petit peu là où on en est. Aujourd'hui, pas de sujet, vous pouvez y aller. Vous entendez que la réglementation a évolué et qu'on ne peut plus envoyer de données personnelles transatlantiques. Dans ces cas-là, vous utilisez votre server-side pour venir serrer la vis au niveau de la data qui est envoyée. Ok, très bien, merci pour ta réponse, Romain. Et enfin, 2 petites questions. Il n'y a pas eu beaucoup de questions en vrai, mais je pense que c'est parce que c'était très clair en fait. Donc, n'hésitez pas à le confirmer dans le chat, n'hésitez pas à en poser d'autres si besoin. Il y avait également Adrien qui posait la question des outils du type Hotjar. Est-ce que c'est compatible avec server-side? Là aussi, Romain, tu as envoyé un lien qui montre tout ce qui est disponible côté Tag Manager. Et slide de Martin. Martin a repris le point avec le screenshot de cette librairie. Pareil à suivre. Après, ce qui est aussi bien, c'est aussi de demander à vos partenaires, est-ce que vous êtes compatible server-side? Une fois que vous êtes passé en server-side, c'est aussi la responsabilité de l'annonceur d'aller demander à ses partenaires, est-ce que vous avez une API et est-ce que c'est possible de passer en server-side? L'histoire dira que normalement, tous vont y arriver dans les prochains mois et années. Maintenant, vous pouvez demander. Moi, j'aime bien dire aussi, si vous hésitez entre 2 prestats, il y en a un qui est server-side, l'autre qui ne l'est pas. Bon, vu tous les problèmes que Martin nous a dit avec le client-side, moi, je choisirais le server-side. Je sais qu'il sera forcément plus performant. Donc, c'est aussi des fois un critère de choix que vous pouvez mettre dans vos appels. Bien sûr. OK, très bien. Et puis, Adrien qui nous demandait si on allait retrouver les use cases sur le site d'Addingwell. On va même les retrouver sur le e-book qu'on vous enverra en fait après le webinaire. Et le replay également qu'on va vous envoyer, que vous allez recevoir donc dans les prochains jours, d'ici mardi, je pense. On n'a pas d'autres questions, messieurs. Donc, moi, je commence à vous dire… alors, Nicolas nous a dit que c'était très clair. Et Hervé nous dit qu'en moyenne, vous budgétez combien de temps pour une migration? De notre côté, c'est difficile à dire un montant comme ça. Généralement, en fait, ça dépend de la profondeur du plan de tagage et du coup des objectifs business que je mentionnais avant. Mais pour le coup, on peut faire un audit et être beaucoup plus précis de notre côté pour chiffrer en fait. Ça va dépendre de la granularité qu'on va mettre dans le plan de tagage, ça va dépendre des technologies que vous souhaitez utiliser en server-side et du nombre de points de contact et donc du coup d'envoi que vous voulez faire. Mais pour ça, n'hésitez surtout pas à utiliser mon adresse mail. Encore une fois, je pourrais vous y répondre. On pourra trouver la méthode pour que vous ayez une approche chiffrée et cohérente. Ok, merci Martin. Alors Adrien qui complète, mais je pense Adrien, on va répondre dans le e-book directement. C'est pas qu'on ne veut pas vous répondre, on va vous répondre, mais là on est vraiment sur du spécifique. On vous apportera une réponse directement. Du coup, moi je vous remercie déjà pour votre temps, ceux qui ont assisté au webinaire, et vous, Martin et Romain. Comme je le disais, on va vous renvoyer le replay, le e-book. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Du coup. Ouais, excellente journée. Bon appétit à tous et bonne journée. Bon appétit, un grand merci Romain. Salut. À bientôt, encore un plaisir. Merci.